ça peut difficilement aller mieux. Et oui, ça peut difficilement aller mieux. Et pour finir, cette équipe, Théo, que vous connaissez aussi très bien, Ajaïste, designer du maillot extérieur, c'était pas la saison dernière, c'était la saison d'avant, non? Ouais, si, c'était la saison dernière, mais ça fait 2 ans que je l'ai fait, donc. Ok, ouais. C'est pour ça que vous pouvez d'ailleurs voir juste derrière Monsieur Sapiens. Voilà, donc comment ça va, Je fais la Théo? promo. Ça va très bien. Très beau match, ça fait plaisir de gagner, donc on est là. Ouais, tu m'étonnes, ça fait super plaisir. Équipe d'habitués ce soir, puisque c'est Naïm qui nous fait le plaisir de revenir après le match aller. Pas glorieux pour tes apparitions, Naïm, mon pauvre Naïm, comment tu vas ce soir? Bah, c'est dur, hein. C'est très, très dur au-delà de la défaite, c'est tout ce qui s'est passé autour, qui rend ce week-end, pour nous très, très compliqué. Mais je m'étais engagé à venir donc je serai là avec vous, malgré tout, ouais. Eh oui, ça fait plaisir de te recevoir dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, à participer comme toujours. Ce sera un plaisir de vous répondre. On reviendra bien sûr sur le match et des quelques événements qu'il y a eu autour, en avant et en après-match. Plutôt malheureux qu'heureux. On va parler plutôt du terrain. C'est ce qui nous intéresse, même si on sera obligé de retourner un petit peu sur l'extra sportif. Pour commencer, comme d'habitude, petite mise en contexte. Naïm, est-ce que tu peux nous parler au 24 février de la saison 24-25 de l'Olympique de Marseille, sachant, on le disait un petit peu en préambule tous les quatre, mais quand étais venu, je me rappelle le début novembre, euh, tu parlais de quatrième place pour l'OM, qui était plutôt un bon scénario, un bon classement pour vous à ce moment-là, puisque selon toi, vous partiez avec un retard sur les équipes comme Lille, comme Monaco, même peut-être comme Nice, qu'on voit qui fait une bonne saison aussi en championnat. Au 24 février, qu'est-ce que tu peux dire de cette saison marseillaise? Bah, moi, personnellement, je reste sur la même ligne de conduite. Je la trouve très bonne pour les raisons que tu as évoquées. On a fini huitième l'an dernier, on a chamboulé complètement l'effectif et on a changé surtout d'entraîneur avec un style de jeu diamétralement opposé avec ce qu'on avait connu l'an dernier. Donc tout ça, ça met du temps à se mettre en place et normalement, des équipes comme Lille et Monaco qui ont des certitudes, qui n'ont pas énormément évolué par rapport à l'an dernier, devraient avoir de l'avance sur nous en début de saison. Et après, avec la Coupe d'Europe, la fatigue et l'enchaînement des matchs, on aurait pu éventuellement, et nous, en appréhendant notre style de jeu, on aurait pu commencer à la rattraper. Au contraire, on a commencé fort. On a de l'avance sur ces équipes-là. Donc moi, je trouve que c'est très, très positif. Je trouve qu'on a une belle équipe et que c'est juste on a un championnat qui est très difficile pour l'OM. Ben déjà, on sait que affronter l'OM, c'est quand même une source de motivation supplémentaire pour beaucoup d'équipes qui font souvent un meilleur match que ce qu'ils peuvent faire contre une équipe un peu plus lambda. Et le style de jeu qui fait qu'on veut avoir la possession, qu'on veut construire, qu'on veut créer des décalages. Et ça, peut-être qu'en France, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'équipes en face qui sont très, très efficaces sur des blocs bas parce qu'on a un championnat qui est très, très fort physiquement. Et Auxerre est une bonne illustration de ça. Vous avez beaucoup de joueurs très athlétiques défensivement. Et donc, quand ces joueurs-là jouent très bas, ont peu d'espace à fermer et en plus ont un surplus de motivation au vu de l'affiche, bah c'est toujours très difficile de trouver des décalages. Ouais, bien que le score soit plus lourd qu'à l'aller, on y reviendrait, on en a parlé aussi, il est relativement lourd par rapport à la physionomie du match, voire très lourd. On y reviendra, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai senti une équipe de Marseille bien plus en place, avec des systèmes bien mieux travaillés, le positionnement de Rabiot entre les lignes, les décalages notamment que créent les trois milieux, enfin, je veux dire, ce milieu avec Højbjerg, Bennacer, Rabiot, qui sont vraiment trois top joueurs, ouais, j'ai vraiment de classe top milieu européen. Et puis avec des joueurs intéressants autour, vous avez mis Guiri dans ce système, etc. J'ai quand même vu une équipe de Marseille plus préparée, avec des systèmes de passe plus travaillés, des positionnements, des joueurs qui se connaissent mieux finalement. Alors ça fait plus de temps aussi qu'ils jouent ensemble, mais est-ce que c'est aussi le sentiment qu'on a côté marseillais d'avoir une équipe, malgré tout, même s'il y a eu ce résultat négatif, il y avait eu un résultat par exemple très positif la semaine d'avant contre saint si je ne me trompe pas, il y a quand même un style de jeu qui se met en place, même si il est peut-être bien contrecarré par des équipes qui ont un bloc plus bas. Oui, oui, clairement. D'ailleurs, c'est votre match aller qui a été notre bascule et qui a entraîné ce changement de schéma. Et il y a eu ensuite le mercato avec des recrues qui apportent encore plus de qualité. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui est très efficace justement en théorie
contre les transitions rapides par rapport au match aller. Donc on a un milieu travailleur en plus et on a surtout des joueurs qui sont capables de couvrir 2 postes. Rabiot, en fait, joue en position offensive milieu gauche, mais il rentre dans le cœur du jeu pour construire et pour défendre. Luis Enrique qui a un volume de jeu énorme, attaque et défend. Et on a aussi Amir Murillo qui est censé être stopper droit, que vous voyez souvent déborder, créer du surnombre. Donc ces 3 joueurs-là permettent d'avoir plus de variété dans le jeu. On crée plus de danger. Mais j'insiste parce que c'est c'est la chose sur laquelle j'insiste auprès de nos abonnés sur notre chaîne. C'est vraiment, quand tu es joueur de foot et quand tu as connu un certain niveau, la difficulté de créer face à ces blocs très bas et très athlétiques. Être bas, c'est une chose. Et avoir des capacités physiques, athlétiques énormes, c'en est une autre. Un joueur comme Mensa, pour trouver un décalage quand il y a peu d'espace, avec les appuis qu'il a, la vitesse qu'il a, c'est très difficile. C'est pas la même chose que face à un arrière latéral qui joue bas, mais qui va pas vite et qui peut se faire éliminer sur un pas, comme peut l'être Quentin Merlin. Ouais, tu l'as très bien dit, Naïm. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais tu es chroniqueur aussi chez la Minute OM, média marseillais, qui fait du très très bon contenu sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à les follow. C'est vrai, t'as bien fait de me le glisser. On va parler un petit peu de la GIA avant de continuer sur l'OM, et notamment tu as parlé de ce côté droit que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec une très très belle animation entre 3 joueurs qu'on sent bien intelligents. Parlons un petit peu de la GIA. Retour de la compo à 5 derrière, avec quelques retours aussi dans le 11, Sapiens. Ouais, tout à fait. Ouais, bah, retour du 5-4-1, quoi. Et puis Baird confirmé. Surtout Baird confirmé. C'est donc se poser la question, est-ce qu'on allait avoir un retour de Sinayoko, et surtout que Sinayoko avait été choisi justement au match aller contre Marseille, et on s'en souvient bien avec son petit geste. Donc ouais, Baird confirmé, mais sinon on compo plutôt classique, solide, avec une ambition, je pense, un peu similaire à celle du match aller. Ouais, il y a Choubak dans le chat qui met une petite balle pour Merlin. C'est vrai, Naïm qui envoie une petite balle perdue pour Quentin Merlin. On y reviendra. Oui, c'est vrai qu'en compo, on avait testé, enfin, on était revenu sur une compo plutôt à 4 derrière la semaine d'avant. Ça avait pas trop mal fonctionné. Là, moi, je pensais qu'en fonction de la présence enfin, la présence de Traoré ou non déterminerait le retour à une défense à 5 ou pas. Finalement, ça a été privilégié avec en plus Théo Baird en pointe au lieu de Sinayoko, alors qu'on sait qu'on des équipes qui jouent plus haut. Pellissier aime bien voir Sinayoko. Il y a quand même eu le petit retour de Kevin Danois dans le 11. Ça fait Ah plaisir oui, quand même, Théo. évidemment. C'est vrai que je l'ai oublié, mais ça m'a paru tellement logique que du coup je l'ai zappé. Mais c'est vrai que là, franchement, Danois, ça fait vraiment plaisir. Franchement, il nous régale à chaque fois. Il a son retour, mais incroyable. Bon, on en parlera Ouais, après, mais c'est vrai que tu vois, ça m'a paru tellement logique qu'il soit là que j'ai même pas pensé à le citer. ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon, il y avait Masengo à sa place, mais enfin, on a vu le jour et la nuit. Pour finir sur la compo, Théo, juste sur la titularisation de Baird, c'est vrai qu'on aurait pu se poser des questions sur la prise de profondeur, etc. Finalement, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Non, c'est clair. Bah, je pense que Pélissier a pris le parti de mettre Baird pour l'impact qu'il aurait physiquement et surtout sur les longues relances en fait. On cherchait un point d'appui. On a réussi à s'appuyer dessus en première mi-temps à de nombreuses reprises et il a vraiment bien rempli son rôle, je trouve. Et il aurait pu être récompensé par un but qui malheureusement était hors jeu, mais en tout cas, je trouve qu'il a vraiment beaucoup apporté à l'équipe sur ce match. Ouais, ça fait deux bons matchs, moi je trouve qu'il fait, on y reviendra, mais j'ai presque trouvé qu'il était sorti un poil tôt. Mm. Parce qu'il pesait même dans ses courses, etc. On y reviendra. Parlons plutôt de la performance collective de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui, selon toi, Naïm, a manqué à cette équipe de Marseille pour réussir à faire la différence, même face à un bloc bas? Tu l'as dit comme la GIA, qui avait déjà embêté l'OM au match aller. Ça a recommencé au match retour. Qu'est-ce qui, selon toi, a manqué à cette équipe pour aller chercher un but en plus, une égalisation, etc. Ben, en fait, si tu veux, finalement, et c'est là où je suis vraiment pas d'accord avec les analyses qui se fient uniquement au score. Pour moi, ce match, il ressemble à beaucoup de nos derniers matchs. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. C'est-à-dire que toutes nos premières mi-temps sont très difficiles par rapport à ce que j'expliquais sur ces blocs bas. Et en général, en deuxième mi-temps, ben, ça commence à fatiguer et ça commence à créer des espaces. Et c'est là qu'on fait très mal. Sauf que ben, il arrive parfois que l'équipe adverse, par réussite, par talent ou par erreur de notre part, arrive à ouvrir le score sur quasiment une de ses premières occasions. C'est ce qui est arrivé contre Lyon, où
Lyon n'a pas passé le centre en première mi-temps et sur la première occasion, il marque sur une erreur de Bilal Nadir. Bilal Nadir qui a fait une même erreur d'inattention contre Strasbourg qui leur a permis d'ouvrir le score. Et vous, c'est un peu la combinaison des trois. C'est le talent de Perrin, parce qu'il faut le mettre, ce but-là. L'erreur défensive combinée de Merlin et Kondogbia, parce qu'on a analysé vraiment cette action. Et en fait, aussi talentueux que soit Perrin, il ne doit jamais être capable de tirer parce qu'ils sont à deux à pouvoir s'occuper de lui. Ber est seul dans l'axe entre Pelus et Murillo, donc il n'y a aucun danger. Donc en fait, ils auraient dû le refermer. Et le petit poil de réussite, parce que ça touche la barre, mais bon, c'est beaucoup plus du talent que de la réussite. Donc, en fait, nous, vraiment, on est condamnés à ouvrir le score pour forcer nos adversaires à sortir. Et ben ça, qu'est-ce qui a manqué pour ouvrir le score? Un peu de réussite, pareil, dans l'autre sens, sur le poteau d'entrée de jeu. Si ce poteau-là rentre, je pense que le match est très très compliqué pour vous parce que tout votre plan de jeu en fait explose. Si au bout de 5 minutes il y a l'ouverture du score et de la justesse technique par moment. Voilà, il a manqué en première mi-temps surtout cette justesse, la petite vraiment le petit centimètre, l'appel au bon moment. Il y a je pense à ce ballon de Guiri pour Greenwood qui passe pas devant son défenseur parce qu'il le sent pas. Mais j'étais pas inquiet, si tu veux, à la mi-temps, parce qu'on était vraiment dans le processus de notre match. Et en fait, avant l'exclusion, coup sur coup, on a 3 énormes occasions qui va encore dans le sens de ce que je vous dis, que souvent les secondes mi-temps sont beaucoup plus décantés. On a l'extérieur de Guiri qui passe juste à côté du poteau. D'ailleurs, ce qui est très intéressant sur cette action, c'est que c'est une des rares actions où Auxerre a voulu attaquer en nombre. Ouais. Vous êtes à 5 dans la surface de réparation sur cette action-là, ce qui a été très rare pendant le match. Il y a un au choix, je crois que c'est Ber, mais je me trompe peut-être, qu'il a joué un peu solo, qui met du temps, ce qui permet à Cornelius de le contrer. Et en 3 passes, on s'est retrouvé dans votre surface une fois que le bloc était plus en passe. Voilà, derrière, il y a le but refusé pour hors-jeu de Guiri et le petit ballon de Rabiot de Guiri par-dessus la défense pour Greenwood où il manque vraiment une foulée. Et tout ça, c'est en 5 minutes, juste avant l'exclusion. Donc, on était dans ce processus-là et je pense qu'on aurait pu revenir. Gagner, c'est autre chose parce que contre Strasbourg, c'est ce qui s'est passé. Finalement, on n'a pas gagné ce match-là. On a fini un partout. Mais voilà, c'est l'exclusion. Après, c'est le gros tournant. Plus encore qu'au niveau sportif, d'être à 1 de moins, c'est psychologiquement, avec tout ce qui s'était passé avant, je pense qui a fait très très mal à l'équipe. Ouais, tu le disais, vous étiez sur un temps fort juste avant l'exclusion. Tu parlais d'un petit manque de qualité technique, ou en tout cas dans la dernière passe. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait peut-être sur certaines phases un peu il manquait de certains déplacements. C'est un système quand même qui nécessite beaucoup d'animation. On voit les joueurs permuter d'un côté à l'autre, ou même prendre la place. On voit Murillo qui décroche complètement pour prendre le couloir, etc. Je trouvais qu'il y avait certaines phases où ça aurait nécessité un mouvement en plus pour créer un décalage et où il manquait un peu ce mouvement-là dans les lignes, dans les intervalles. Je sais pas si tu partages aussi un peu ce sentiment. Oui et non, parce que en fait, c'est ce que je disais, c'est très compliqué de les trouver en fait. Les espaces sont vraiment trop réduits et si tu veux, c'est ce que je dis souvent à des gens qui nous disent ouais, on est en gros, on manque d'agressivité à la perte de balle, mais tu veux agresser comment le porteur quand, à la récupération, quand tu as perdu le ballon, Auxerre l'a souvent dégagé pendant les 20 premières minutes. D'ailleurs, Pélissier était vraiment pas content à ce niveau-là. Ouais. Il voulait que vous gardiez le ballon un petit peu plus en début de match. Donc, tu peux pas mettre d'agressivité. C'est dur de mettre du mouvement dans ces phases-là. Et en fait, si vous regardez la position moyenne des joueurs, le jeu est très concentré à droite où du coup, vous avez pu fermer en mettant du monde. Et le joueur qui se retrouvait seul, c'est Quentin Merlin. Alors, je ne fais pas une fixette sur Quentin Merlin. Moi, j'aime tous les joueurs qui signent à l'OM jusqu'à qu'ils partent. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour se retrouver en 1 contre 1. Quand on arrive à faire ce décalage-là, là-bas, et ben souvent, il a comme une de vitesse, de percussion, il ne peut pas éliminer son défenseur. Il a une fois, on a réussi un décalage par la passe, il n'a même pas osé le centre, donc c'est très compliqué. Donc, d'un côté, oui, bien sûr, tu peux toujours mettre plus de mouvement, plus de justesse, mais vraiment, pour avoir joué très souvent dans des équipes qui étaient dominantes et qui devaient faire le jeu, je peux vous assurer que ces blocs bas, tant qu'ils ont la fraîcheur physique et mentale pour fermer les espaces, c'est très très dur. Et encore, je trouve que malgré toute cette difficulté, je trouve qu'en première mi-temps, il y a eu 2-3 passes qui ont été vraiment incroyablement bien senties et qui ont failli à quelques centimètres près réussir à trouver ce décalage. Ouais, moi, il y a quand même tu parles de ce décalage qui tend à se créer sur Merlin. J'ai presque l'impression qu'il y a certaines phases où finalement c'était travaillé et il y avait beaucoup d'espace laissé à Merlin, où Hoover rentrait beaucoup pour fermer le bloc, pour fermer l'axe, et où finalement, sur le temps de passe et puis même après, Hoover, il n'avait pas forcément la volonté de serrer plus que ça Merlin. C'est vrai que c'est dommage parce que il y a eu
quand même, je dirais en première mi-temps, au moins 3-4 fois où Merlin s'est retrouvé en situation de 1 contre 1 et où il n'a pas réussi à l'exploiter, où il n'a pas vraiment réussi à créer du danger, alors qu'il aurait eu le temps pour adresser un bon centre, pour jouer, voilà, je sais pas, en retrait ou quoi que ce soit, mais où ce décalage-là s'est pas créé. Je ne sais pas si c'était voulu de Pélissier, mais si c'était moi l'entraîneur d'Auxerre, c'est clairement ce que je demanderais. C'est de laisser vraiment de fermer la densité là où c'est très dangereux, dans la zone de vraiment de qualité technique qui se crée côté droit entre Greenwood, Luis Enrique, Murillo qui vient apporter du surnombre, et de forcer le jeu à se reculer côté gauche sur Quentin Merlin, qui n'aura pas la vitesse et la percussion pour créer ce décalage. En tout cas, ce sera beaucoup plus dur pour lui. Donc, sûrement, Pélissier est un entraîneur très, très intelligent. Je pense que c'est ce qu'il a fait volontairement. Mais en tout cas, moi, à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Et ce que j'espère, en tout cas, moi, c'est que Amar Dedic, qui vient de jouer, qui est un joueur qui vient d'arriver, qui est un joueur complètement différent, qui a des qualités de vitesse et de percussion, j'espère que lui, il pourra corriger ça parce que, ça, effectivement, c'est un gros point négatif. Après, comme je l'ai dit, si on encaisse en première mi-temps, en règle générale, dans nos matchs, malgré tout, malgré ce défaut, on arrive après en deuxième mi-temps avec l'usure physique et mentale des adversaires à créer un peu plus de décalage. Ouais, Là où Dedic, je te rejoins un vas-y petit Sapiens. peu, Elliot, c'est que du coup, bon, désolé de comparer, mais Paris a eu le même pourcentage de possession, surtout pour comparer Paris et Marseille. Mais en gros, notre entraîneur, enfin, Pellissier, a dit qu'en gros, il mettait Marseille au niveau de Paris. Et nous, c'est ce qu'on s'attendait un peu, à avoir un rouleau compresseur arriver. Et c'est vrai qu'en termes de possession, de notre point de vue, ça a été beaucoup moins difficile, même sans parler du carton et de l'expulsion, que contre Paris. Alors je dis pas que, enfin, je suis obligé de comparer parce que pour moi techniquement et par rapport à tout ce que vous faites, j'arrive à voir un plan de jeu, une efficacité qui peut être presque similaire à Paris. Et du coup, c'est vrai que de notre point de vue extérieur, on a eu l'impression quand même qu'on avait un Marseille un peu plus au ralenti, ou qui faisait pas forcément les bons choix. Alors, c'est juste d'un point de vue extérieur, hein, je regarde pas tous les matchs, mais j'imaginais pas ça. Et du coup, c'est vrai que d'un point de vue efficacité et créativité, je pense que ça aurait pu être encore plus. En tout cas, ça m'a paru beaucoup moins fort que ce que j'imaginais. Quand vu du stade, on n'a pas eu l'impression que, à part le poteau, enfin, on ne voyait pas un grand danger, même s'il y avait beaucoup de possession et que les peu de fois où on avait des actions, en fait, on a eu la chance aussi d'être hyper efficace, hein, j'en suis complètement conscient. Mais c'est vrai que, alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais je me dis aussi qu'avec l'environnement qu'il y a autour, la psychologie des dirigeants et d'avoir un peu cette psychose aussi, ça peut aussi avoir un impact sur les joueurs. Et enfin, il y a eu plusieurs matchs où, j'ai un souvenir d'un match, je crois que c'était contre Lyon, où vous étiez à 10 contre 11 et vous arrivez à vous remettre et à remarquer derrière. Et vraiment, il y a de l'envie, il y a tout un groupe, il y a un ensemble collectif qui est derrière et qui revient. Et là, franchement, quand il y a eu l'expulsion, il y a Longoria qui s'en va et tout, et ça, en fait, ça a un impact aussi, mine de rien, sur l'entraîneur, sur les joueurs, d'être un peu dans cette frustration et pas sur cette positivité, on va dire, qui pourrait créer une émulation et revenir au score même à 10 contre 11, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu, hein, mais c'est Ouais. peut-être une Non, mais interprétation. Hein. il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis, mais il y a beaucoup de points différents à gérer. Donc, déjà, Paris est beaucoup plus fort que nous. Je comprends ce qu'a voulu dire Pélissier dans le sens où on a un style de jeu qui est semblable, mais c'est incomparable, la qualité des joueurs, même si on a de très bons joueurs. Attention, il y en a certains de nos joueurs qui n'ont pas à rougir au niveau de la qualité avec ceux de Paris. Mais dans le 11 global, non. Et il y a une différence majeure, justement, c'est Quentin Merlin. C'est-à-dire, si vous laissiez les 5 mètres qu'avait Merlin à Nuno Mendes, tu le rateras pas. Et je pense que c'est action de but à chaque fois. Ça c'est une première chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Paris est beaucoup plus fort. Mais la réalité des choses, c'est que contre Paris à 0-0, vous avez une ou deux situations. À un moment donné, le Donnarumma ne parle pas très bien avec son défenseur. S'il tient un réalisme à 100% comme sur ce match-là, vous menez à 0 contre Paris. La réalité, elle est là aussi. Hein. Tu vois, avec pas grand-chose. Donc voilà, Paris est beaucoup plus fort que nous. C'était un miracle. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, mais la réalité, elle est là. C'est que c'est une énorme occasion là quand il se parle mal avec le gardien du côté de Paris. S'il votre attaque ensemble le but, c'est une de nos seules occasions. Ouais. En bien soi, sûr. contre Paris, on a eu que ça et après on a eu des miettes quoi. Mais par rapport au match contre l'OM, même quand on était à 11 contre 11, je trouve qu'on avait beaucoup plus d'opportunités
Tu trouves jusqu'au but Ouais. qu'il y a eu des Je te opportunités? promets, pour avoir vécu les 2 matchs, on n'a pas du tout eu Y a rien à ce voir, ouais. sentiment-là. Ah non, mais dans la domination, oui, mais quelle opportunité vous avez eu à part l'action où Merlin défend côté gardien et qui permet à votre joueur de centrer avant le but? En fait, c'est plutôt que, enfin, on compare forcément, mais on subissait des vagues incessantes et Ouais. on avait vraiment pas Ah oui, mais ça, l'impression et ça, que je suis mille ça fois allait d'accord. pouvoir. Parce que Paris est beaucoup plus fort. Ça, je suis mille Et, fois d'accord. Mais par et contre, je parle dans surtout l'autre qu'ils côté. arrivaient jusqu'à notre surface, alors que là. Mais on va arrêter de parler de Paris, je pense que Oui, ça parce que m'énerve. honnêtement, c'est pas comparable. Il y a 13 points d'écart et Oui, c'est une oui, non, mais réalité. c'est C'est clair, parce c'est qu'ils sont clair. beaucoup plus forts. Mais par Non, non. contre, je maintiens que dans l'autre sens, je trouve, je peux me tromper, hein, mais je trouve que jusqu'au but, quand même, ça a été, pour vous, ça a quand même été compliqué offensivement. Et je pense Offensivement, que oui, vous avez dû mais rentrer honnêtement, peut-être une fois il dans n'y la avait surface avant le pas, but. Hein. il y avait pas de danger très très fort, à part le poteau. Enfin, en tout cas, vu des tribunes, j'étais pas inquiet plus que ça. Enfin, je me Mhm. disais pas, oh là là, ça va. Mais je comprends, mais si tu veux, c'est le discours d'absolument tous nos adversaires en première mi-temps. Ils arrivent à la D'accord. mi-temps et ils disent, ils ont le ballon, mais c'est pas plus dangereux que ça. Et quasiment, ben, on est deuxième du championnat quand même, donc c'est qu'on gagne quelques matchs. Et ben, quasiment tout le temps, ça explose. Lyon avait ce discours-là et ils en ont pris trop en deuxième mi-temps. Si tu veux, tout dépend en fait de qui va ouvrir le score et d'à Alors quel que nous, moment on c'est ouvre le complètement score. l'inverse. On est habitué à ouvrir le score, mais à perdre. Ouais, il paraît, ouais. Mathieu, pardon, Mathieu. C'est vrai qu'on est habitué oui, à se voir retrouver au tableau d'affichage au score. C'était le cas sur les 3 derniers matchs. Ouais, Même Ouais, contre bah oui, Monaco. Toulouse, c'est Monaco. sûr, je m'en souviens. Monaco, Toulouse, Monaco Brest. 2-1 à la mi-temps. Monaco, Ouais. on est devant à la mi-temps et finalement on perd 4-2. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude. Là, on a la chance d'ouvrir le score en premier et c'est vrai de faire preuve de réalisme. Parlons un petit peu justement de la GIA. Parlons un petit peu de la GIA. Et c'est vrai, on l'a dit, gros réalisme, Théo. Euh, c'est vrai qu'on a avant cette occasion de Perrin, on n'a rien concrètement. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, on a quand même bien subi avant le but, pour être très honnête. Et après le but, c'est vrai que ça a un peu changé le cours du jeu. On a quand même eu beaucoup plus d'actions, comme après le potentiel penalty de Merlin, on fait une contre-attaque directe et ça part très vite, quoi. Franchement. Et sinon, ouais, réalisme, mais aussi réalisme défensif, parce que on a Joubal qui nous fait, je sais pas, 8 interventions, je crois, dans le match. C'est énorme. Enfin, il a fait un match de patron, comme d'habitude. Et Akpa qui a prouvé encore une fois qu'il pouvait être solide dans les gros matchs. Malheureusement, il n'a pas eu la même solidité face à Monaco. Mais voilà, franchement, chapeau aux défenseurs parce que c'était un vraiment beau match défensif. Ouais, Joubal et Akpak qui sont les deux centraux de l'équipe de la semaine sur WhoScored, je crois, ou un truc comme ça. Enfin C'est voilà. même ça qui nous fait Et, ses et meilleurs au matchs chaque chaud, fois que c'est Marseille aussi. d'ailleurs, au chaud, je trouve que il a fait son match, hein, mais par rapport aux deux autres, il était quand même bien au-dessous. Et sur le but qu'on se prend, d'ailleurs, c'est lui qui lâche le marquage sur Guiri. Ouais. Parce qu'il est certain qu'il y a hors-jeu, en fait, en regardant. Il lève la main durant toute l'action. Et heureusement qu'il y avait hors-jeu parce qu'il est pour lui le but. C'était risqué, hein, Ouais, si c'était il ça. était. Ouais. Bah, Même, franchement, il a complètement lâché et contre, d'ailleurs, sur contre Guiri. le face-à-face de Gouiri où il a prend de l'extérieur du pied, c'est lui. Alors, bon, ça se retrouve très vite sur lui et il a une situation de 1 contre 1 à défendre. Mais il est à la bourre. Et même s'il arrive à revenir un peu et qu'il contraint Gouiri de la prendre de l'extérieur parce qu'il n'a pas le temps de se mettre sur l'intérieur du pied, sinon je pense que concrètement ça fait but. Mais voilà, il est quand même un peu à la bourre. Donc c'est vrai qu'il a été un petit peu en dessous, on va dire, de Djoubal et Akpa. Mais solidité défensive, Sapiens, tu parlais de Mensa aussi, on a été solide. Ouais, Ouais, même bah over, même hein. ça, c'est ce que je disais à chaque fois. Enfin, tu disais que certains joueurs ou des équipes faisaient leur meilleur match contre Marseille, mais c'est vrai que même ça, à chaque fois que c'est contre vous, il nous sort le show, quoi. C'est Je sais Roberto pas ce qui se Carlos. passe, il a un truc, il vous aime. Hmm. Je l'ai Mais souvent trouvé bon, moi, après, dans d'autres matchs. Il est pas régulier dans la saison? franchement, Si, il si, n'a pas si. été aussi régulier sur les derniers matchs, il était un Hmm. peu en dessous. Mais contre Marseille, à chaque fois, C'est un c'est très bon incroyable. joueur. Ouais. Mais Parce que sur les matchs d'Auxerre que j'ai vus, moi, je l'ai souvent vraiment trouvé bon, hein, ce joueur. non, mais vraiment, je sais pas pourquoi il est encore meilleur quand c'est Marseille. Tu vois, c'est Ah, moi, qu'il y je a un sais truc. pourquoi, hein. Tu sais, c'est notre quotidien. Donc voilà. Non, mais puis après, sur l'ensemble, bah, en fait, la différence par rapport au match qu'on a eu avant, c'est que cette fois-ci, il y a eu une unité, un collectif, et qu'on a été concentré jusqu'au bout et rigoureux. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous manquait. On a joué un peu de la même manière sur les autres matchs. Le seul problème, c'est qu'il y avait un moment où il y avait une erreur,
Enfin, tu t'as Diomandé qui te fait une tête pleine lucarne, comment tu veux, mais pleine lucarne contre notre camp. Hein. Non, mais t'as eu des trucs de fou, en fait, quand tu regardes, tu analyses les matchs. Ouais. Et là, Et en fait, le but de Toulouse, c'est pas possible à la 90e. Eh oui, Ouais. C'est mais c'est on a dresser un évité des joueur trucs comme ça, comme ça. c'est irréel. Ouais. tu regardes les deux dernières émissions, Toulouse et puis Brest. Brest, merci. Ouais. Toulouse et Brest, et je finis l'émission en disant on peut pas prétendre aller chercher un maintien tranquille quand tu as des sauts de concentration comme ça, quand tu sors des exploits contre Marseille Ovel, contre le PSG, contre Lens, des exploits de solidité défensive, de rigueur, ou même Lille à domicile, où c'est des matchs, concrètement, c'est des matchs de merde, hein, pour reprendre le terme. C'est des matchs qui sont pourris. Et en tant que joueur, c'est vraiment des matchs compliqués qui sont très très énergivores, etc. Mais où tu arrives à tirer un résultat contre des très gros. Là, contre Toulouse, contre Brest. Contre Toulouse, là, Ocho qui sort complètement de la défense. Contre Brest, Akpa qui joue le hors-jeu tout seul, qui fait un pas en avant, qui laisse à genre que. Enfin, c'est pas possible. C'est des sauts de concentration qui sont pas possibles à ce niveau-là. Et quand tu vois la semaine d'après une telle rigueur défensive contre Marseille, alors C'est ça, Marseille on est presque frustrés, en fait, limite. ben oui, comment c'est possible contre Toulouse et Brest de perdre cette rigueur défensive alors que Marseille, qui est quand même une équipe sans manquer de respect ni au TEF ni à Brest, qui est au-dessus en termes de qualité technique, en termes de qualité intrinsèque, collective, etc., qui est au-dessus, qui se procure des occasions. Marseille a eu des occasions en deuxième mi-temps, mais où tu cèdes pas grâce à Léon, mais grâce aussi parce qu'il y a aucune situation, moi en tout cas que j'ai en tête, où l'attaquant se retrouve vraiment tout seul. Si, il y a peut-être Greenwood qui se retrouve tout seul Greenwood, face à ouais. Léon, Ouais. où Et Léon Léon Il fait fait une une bonne belle sortie. sortie. Super bonne Léon sortie. sort très vite dans les pieds, mais c'est la seule où finalement tu as vraiment un joueur de l'OM qui s'est retrouvé seul. C'est vrai que ça doit être aussi bien frustrant pour les joueurs d'adopter un plan de jeu comme ça, pour l'adversaire, d'autant plus comme Marseille qui peine contre des blocs bas, pour les suiveurs, pour les supporters adverses. Mais finalement, quand tu prends un point ou trois comme là le week-end dernier contre Marseille, à la fin du match, eh ben, les joueurs sont heureux, le public est heureux et tu vois que petit à petit tu arrives à avancer. Bon, là, contre Toulouse et Brest, on prend quand même un point. Bah, je veux dire, si aujourd'hui tu as 4 points en plus, les 2 points de victoire que tu perds à chaque fois les 2 week-ends précédents, eh ben, c'est autre chose. C'est un autre championnat qu'on joue, c'est un autre confort Complètement. qu'on a. Et le problème, c'est que c'est frustrant parce qu'on sait qu'on est capable de le faire. Cette équipe-là, contre Marseille, on sait qu'elle est capable d'être rigoureuse défensivement. Comment on avait été rigoureux au Vélodrome, alors qu'il y avait quand même Raveloson en charnière avec Akpa et je crois que c'était Diomandé le troisième. Ouais, on n'avait même pas de Joubal. Il y avait ni Je me souviens Djoubal, sur non, je crois que c'était Ocho le troisième, et il y avait Ocho, ouais. Diomandé, Djoubal qui était absent. Ouais. Quand tu vois la rigueur défensive qu'on arrive à avoir, voilà, c'est vrai que c'est frustrant. Le sentiment, Ouais, c'est mais vraiment la c'est là frustration. où la notion que je vous disais, hein, de Motivation. fraîcheur mentale Ouais. est importante. Et c'est vraiment ce que j'ai expliqué. Et c'est pour ça que je vous disais que j'étais pas inquiet à la mi-temps. C'est parce que bah, c'est une exigence mentale énorme, mais dans des matchs comme ça, tu as un surplus qui te permet de tenir plus longtemps que ce que tu ferais dans des matchs contre Brest et contre tout. C'est humain, tu peux le tourner comme tu veux. Tu n'arriveras jamais à les motiver autant que pour un match face à Marseille. Mais ben, ça finit toujours par s'user. Et en plus, je savais justement que vous faisiez souvent rattraper en deuxième mi-temps. Donc, il y a aussi cette psychose qui peut commencer à s'installer dans la tête des joueurs quand ça fait 2 matchs, 2, 3 matchs que tu commences à te faire rattraper. Il y a toujours ce petit truc. Donc voilà, vraiment jusqu'à l'exclusion, je ne savais pas si on gagnerait, mais j'étais persuadé qu'on allait revenir au score. Et au moment de l'exclusion, je savais qu'on allait perdre, clairement. Sachant Ouais. que à domicile, pour le coup, on a perdu un seul match. Contre C'est Monaco. Et c'était ouais. en tout début de saison. Et Monaco, pareil, on prend cher à chaque fois. Hein. Vous avez Auxerre, on a Monaco. Ouais, c'est sûr, non, mais je vous dis, la réalité, c'est que ces matchs-là, ils tiennent pas grand-chose. Quand tu as une équipe qui est aussi basse et aussi motivée, ben, vous les voyez, hein, les matchs de Lille et de Paris, ben, je ne vous fais pas un jour en vous disant que ça tient à rien et que s'il y a Ouais, 3-0 sur ces matchs-là, ben, il y a rien à redire. Et de la même manière que, comme je vous l'ai dit, paradoxalement, tu peux battre Paris 1-0 si tu as l'attaquant qui joue bien le coup. Donc voilà, c'est des matchs très difficiles. C'est pour les attaquants, mais aussi pour vos défenseurs. Ils ont été très bons sur ce match-là. Quand tu abordes ce style de jeu-là, bon, vous, c'est contraint, hein, c'est les moyens qui font ça, qui font que contre les gros, forcément, tu joues de cette manière-là. Mais quand il y a ce style de jeu-là, ben, tu t'en remets à une part de réussite, une part de chance. Et le côté très négatif, c'est que
quand il va falloir après jouer d'autres adversaires et essayer de faire notre style de jeu, ben, ça peut être plus compliqué. C'est ce qui peut aussi expliquer que ben, après nous avoir battus, vous avez battu Angers et vous avez plus gagné jusqu'à ce match-là. C'est une réalité aussi qui est là quand tu ne maîtrises pas les matchs, quand tu ne cherches pas à les contrôler. Pour des équipes comme vous, honnêtement, j'ai absolument rien à redire. Je trouve que c'est tout à fait normal. Quand on joue Lille et Nice qui jouent exactement de cette manière-là, bon, là je retrouve un peu plus de choses. Et Lyon, il faut voir la manière dont Lyon a joué au Vélodrome. Et Lyon, Oui. hier, ils jouaient à 50 mètres de leur cage. Ils ont laissé Dembélé partir sur des 50 mètres. Ils n'ont pas fait ça au Vélodrome. Et d'ailleurs, oui, mais même avec le match d'hier, je voyais les supporters lyonnais sur les réseaux pester contre cette volonté de non-match qu'il y avait déjà eu justement contre Marseille, mais hier contre le PSG, c'était pas tout à fait pareil. Mais je me rappelle le match contre l'OM, oui, c'est vrai que c'était vraiment très compliqué. Et tu parlais de cette importance de but. L'OL a failli aller chercher un résultat contre l'OM parce qu'il y a ce but, parce qu'il y a ces exploits individuels. Je crois que c'est Tolisso qui marque le premier. Super but. Ils ont mis un très beau but. Vraiment Très, bien construit. très beau but, mais où quand tu regardes, ils ont rien sur le match. Ils ont rien jusque-là. Lyon était rentré une fois dans la surface dans les 45 premières minutes. C'était sur un coup franc donc à 30 ou 35 mètres qu'ils ont envoyé dans la boîte. Voilà. Ouais, donc tu vois, et tu parlais de cette importance du résultat. Le but de Gouiri, qui visiblement aurait pu être accepté, je sais pas exactement. C'est vrai qu'on a eu très très peu de ralentis. Moi, j'étais pas au stade, mais même à la télé, on a eu très peu de ralentis. Ce but-là, s'il rentre, le match Ça, est c'est le complètement bonheur de relancé. DAZN. Les ralentis, tu les as pas. C'est Ouais. Mais Même bon, Traoré, hein, honnêtement, on n'a pas vu de révélateur sur le hors-jeu de Traoré, mais pour moi, il était hors-jeu quand même. ouais, ça honnêtement, je peux pas te dire. Je pense qu'aucun de nous a la capacité de dire c'est eux oui. qui ont la main. Non, mais Donc peut-être qu'il y avait après, hors-jeu. si on Moi, je pars du commence à principe qu'il était hors douter jeu. sur des hors-jeux, c'est. Oui, je Moi, je pense leur qu'il fais était hors jeu. confiance là-dessus quand même. Si tu veux, moi, ça me dérange pas. Le pénalty de Merlin, ça me dérange pas parce que Ça se discute, ouais. ouais, voilà, exactement. Sur- C'est des entre deux. Je trouve que l'expulsion de Cornelius est très sévère. Est vraiment très sévère parce que, encore une fois, quand tu as joué au foot, tu sais faire la distinction entre une action où tu vas pouvoir faire mal ou une action où tu as la marge pour intervenir. Je considère qu'il avait quand même un peu de marge et que c'est après en lui retombant dessus. Si tu veux, dans l'après-midi, il y avait eu un Lille-Monaco où Benjamin André fait un tacle, prend d'abord le ballon du bout du pied et après il embarque tout dans la surface et il n'y a pas de pénalty qui est sifflé. Ce que j'avais dit aussi, c'est que quand un gardien arrive en l'air, prend le ballon, a le ballon dans les mains et qu'après coup, il percute avec le genou un attaquant, on n'a jamais vu un penalty sifflé là-dessus. Je trouve que l'exclusion elle est très. Mais encore une fois, si c'est pas Sina, il n'y a aucun problème au niveau de l'arbitrage. C'est vraiment les antécédents et il a prouvé qu'il avait été malhonnête et c'est ça en fait qui fait mal parce que bon, les actions en elles-mêmes après ça, vous Honnêtement, savez, c'est les zones pour grises. revenir sur le carton, moi j'étais en face au vu du stade Mm. et quand je l'ai vu à vitesse réelle, le choc était vraiment impressionnant et j'ai même dit parce que du stade j'ai pas vu qu'il avait touché le ballon, j'ai cru qu'il avait vraiment heurté d'un coup parce que j'étais face à l'action et j'ai dit c'est rouge, j'ai cru qu'il allait prendre rouge direct. Ah, Et bah, en fait quand il a pris jaune, j'ai dit ah ouais il prend jaune et je fais ah jaune deuxième jaune, mais franchement de voir l'action en direct comme ça m'a pas surpris du tout. Et je bah, me si suis tu pas veux, les dit. commentateurs en direct, ils ont dit bien joué à Cornelius au niveau de l'interception. Ouais, bah du coup, j'ai pas vu les commentateurs en direct, mais de Yeah. voir là. Alors, j'ai vu un ralenti où. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait posté sur Twitter et qui dit ah oui, il n'y a pas grand chose, puis après, ils mettent le ralenti, il fait aïe. Et du coup, c'est sûr que c'est super violent, mais en tout cas, du stade, j'ai cru qu'il allait mettre rouge direct quand j'ai vu l'action, mais à vitesse réelle, quoi. Ouais, enfin pour moi, ce qui doit prédominer, c'est un, l'intention de jouer le ballon et deux, vraiment le moment où tu touches le ballon, à quelle distance est ton adversaire. Et je trouve que vraiment au moment où il intercepte le ballon, le joueur est loin et qu'après coup il lui rentre dedans. Bon, voilà, après, comme si vous Pour voulez, le coup, c'est une c'est des choses qui se interprétation discutent. Je trouve que c'est sévère. Je trouve qu'un carton, en fait, si tu veux, je trouve, et c'est plus global. Et là, je parle pas du tout que de l'OM. Je parle en règle générale. Je trouve un deuxième carton jaune ça a un impact et ça doit quand même être beaucoup plus clair que ça. Je trouve qu'en ce moment, les arbitres, vraiment, ils sifflent des choses. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Atalanta-Bruges, le match aller. Un partout, dernière minute, donc quand même match à conséquence. Et en fait, il y a le défenseur qui est devant l'attaquant et vous avez ce traditionnel, vous savez, où il met la main un peu dans le visage du défenseur. Alors, c'est lui qui a le ballon. Hein. Et il y a pénalty là-dessus. Bon, je trouve que penalty carton rouge, il faudrait quand même essayer de revoir La une. problématique, en fait, c'est surtout d'avoir une cohérence. Et si tu veux, Tout à fait. dans tous Tout les à cas, fait. quand tu as une analyse même à la VAR, eh ben, celui qui est derrière, c'est une interprétation humaine. Et il y aura toujours une interprétation humaine. Donc après, derrière,
honnêtement, après de mon point de vue, mais c'est mon point de vue, et ça aurait été d'un côté ou de l'autre, je suis suffisamment objectif, j'aurais pas trouvé ça du tout bizarre qu'il y ait carton jaune sur ça par rapport à la violence du coup, même si le ballon est joué, pour moi, même si tu touches le ballon, si c'est trop violent, ils peuvent siffler et mettre un carton. Mais voilà, Ouais, je mais c'est mon comprends. interprétation, et du Non, mais je coup, comprends, mais honnêtement, voilà, je trouve ça un peu ça. Je trouve que le premier carton déjà de Cornelius c'était un petit peu sévère, c'était une faute à 40 mètres d'oualage. Mais bon, c'est pas très grave comme tu dis. Vraiment, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à avoir de la cohérence à un moment donné c'est ça. et qu'on tombe Mais sur des par choses contre, correctes. à contrario, tu vois, tu passes plus sur le penalty. Moi, il y a Mm. penalty de sifflet. Vu du stade, j'ai cru qu'il allait y avoir penalty. Moi aussi. Comme j'ai cru Ouais. qu'il allait y avoir rouge sur l'autre. Non, Tu mais vois, vu du Je suis stade, je d'accord me dis, avec, il y a penalty. avec J'ai toi. cru C'est qu'il c'est allait pas ça que je revenir dis. et qu'il allait dire penalty. C'est pas ça que je dis. Moi, honnêtement, le penalty, je le siffle parce que je trouve qu'il a pris l'avantage et que c'est ce contact qui l'empêche d'armer. Je dis juste que, bon, c'est des choses. Voilà, je Pour comprends en moi, il fait la siffle vision. pas, ça se discute pas trop. Il Voilà, je siffle comprends la s'il y a vision un qui veut, penalty un qui peu veut généreux. que c'est le pied de Merlin qui va peut-être sur le. Bon, moi, honnêtement, si c'était moi, sans parler d'OM, je l'aurais sifflé, mais je trouve pas. Ce que je veux dire, c'est que je trouve pas ça scandaleux de ne pas Non le plus. siffler. Si Mais tu veux, pour le coup, nous, ce qui nous fait mal, c'est une accumulation de ces fameuses actions entre deux. L'action de Merlin, c'est des C'est très bons ça. exemples Ouais. qui, depuis le début de la saison, vont toujours dans le même sens. Alors moi, j'ai une formation de scientifique, hein, donc j'ai un raisonnement scientifique et je me dis qu'une pièce, si tu la lances 100 fois, il y a très peu de chances qu'elle tombe 100 fois du côté. Donc, je trouve, voilà, si tu veux, il y a certaines choses, mais non, voilà, mais les arbitres, je ça reste comprends des tout êtres à fait. humains. C'est pour ça que nous, d'un point de vue extérieur, en fait, sur ce match, on se dit, mais pourquoi ils disent qu'il y a un Et scandale? exactement. Et ça, Parce je le qu'on comprends. comprend pas. Et du coup, après, je comprends que ça soit accumulé, qu'il y ait une frustration et une sorte Ouais, si voilà, tu veux, chaque d'agacement, supporter, quoi. chaque année, je pense, vous trouvez toujours des supporters qui disent ouais, nous, notre équipe, elle se fait toujours arnaquer, nanana. Bah oui. Moi, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas cette vision-là. Je le dis très rarement. Il y a des années où on est très désavantagé. Moi, j'ai jamais cru à ça s'équilibre. Il y a des années où ça tombe sur toi, il y a des années où ça tombe sur une autre. Nous, l'année de Bielsa, on a eu beaucoup de situations désavantageuses. Cette année, c'est différent. Honnêtement, je vous jure, hein, je suis pas du tout dans cette analyse-là chaque année en disant nous, les arbitres n'aiment pas l'OM, nanana. Cette année, c'est différent. Il y a trop d'actions, si tu veux, qui ne devraient pas apporter aux deux. Je veux dire, là, si vous avez eu l'occasion de voir déjà le premier rouge qu'avait pris Cornelius contre Nice, il y a un joueur qui a 1 mètre de lui, donc il ne joue pas le coup franc, et un mec à 1 mètre de lui, et l'arbitre lui met un deuxième jaune qui fait carton rouge pour ça. Il y a le penalty à Rennes que prend Murillo, on s'entend, où le ballon lui effrôle la main. Enfin, c'est juste irréel et ça fait beaucoup. Et en fait, vraiment, c'est ça qui a entraîné cette frustration, cette accumulation. Mais encore, tout ça, j'aurais été capable de l'encaisser s'il n'y avait pas eu le cas de Stina à Lille comme je disais, hein, en fait, si tu veux, à chaque fois, toutes ces actions, tu pourras toujours te dire, voilà, c'est un choix, tout le monde n'a pas la même vision du Ouais, foot. ouais, Par contre, on en je parlait pense avant, que mais c'est une bataille d'ego aussi, quoi, de oh, dire c'est nous qui décidons de voilà, tout, comme ça. ça, il n'y a pas de souci, je l'en comprends totalement. Par contre, si quelqu'un peut me dire que ce qui s'est passé à Lille, contre Lille, où l'étang a pris le bras de l'arbitre, l'a secoué, et où il lui a rien dit, et où dans la foulée, Mehdi Ménassia est venu le voir. Là, il y a les images, tu vois, c'est pas des paroles contre Ouais, paroles. Et Mehdi Ménassia, il dit, vous direz à l'arbitre qui avait penalty, et que là, l'arbitre l'appelle, lui dit, mets-lui le rouge, il m'a agressé. Donc là, pour moi, honnêtement, c'est le seul cas de tous les cas de la saison où je vous dirais, là, c'est de la malhonnêteté. Voilà, là, il n'y a aucun doute. ouais, non, mais je comprends du coup cette psychose qui est venue, mais c'est vrai que du coup, d'extérieur, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pour vous, c'est un match comme un autre avec des décisions qui ont tourné dans votre sens comme ça aurait pu tourner dans notre sens parce qu'il n'y avait rien de scandaleux en soi. Pour nous, avec ce passif où on savait que cet arbitre avait eu une réaction malhonnête au match contre Lille, ça prend tout un autre sens forcément. Mais si en tout Merci en cas, tout moi, cas de nous donner plein d'explications de façon pondérée, c'est trop bien. en tout cas, moi, ce que je retire, c'est vrai, c'est ce manque de cohérence. Je prends le cas des mains dans la surface, par exemple, après que ça ait touché une partie du corps. Une fois sur trois, c'est sifflé péno. Le reste, il n'y a pas de péno, mais en fait, il n'y a pas de. Tu prends toutes les séquences où il y a eu péno et tu retrouves pas les similarités, la même surface qui a été touchée, etc. C'est vrai que ce manque de cohérence sur certaines séquences, sur certains rouges, sur certains, ça pose problème. Pourquoi est-ce que Et, des fois c'est revu à la VAR? Pourquoi des fois c'est pas revu à la VAR? Pourquoi... Enfin, Ouais, t'as plein de je prends le trucs. cas d'Hakimi hier. Est-ce que on peut considérer, comment vous pouvez considérer qu'on en a pris certains rouges et qu'Hakimi hier prend pas un rouge? Hakimi hier, il met un coup de pied à un mec oui, dans le match. Je veux dire, là, normalement, il n'y a plus de place à l'interprétation. mais oui, Donc, c'est. moi, je pense quand même ça serait quand même pas si compliqué. Des situations de main dans une surface de réparation, des conditions de main, je pense qu'il n'y en a pas 50.
Il y en a peut-être une dizaine, quelque chose comme ça. Et je pense que ce serait quand même faisable pour la commission d'arbitrage de prendre les cas qui reviennent le plus souvent et de dire dans ce cas, il y a main, dans ce cas, il n'y a pas main. Oui, Et là, il y aurait une transparent. homogénéité. Et La Ah, voilà, c'est c'est. ça. transparence. Mais La parce que tran- même nous qui regardons souvent le foot, tu vois, tu te dis, ah, ils vont siffler ou pas? Tu devrais pas avoir de doute en fait. Et si nous on a le doute, on regarde tout le temps, l'arbitre il doit avoir le même doute, il interprète. Alors à chaque fois, il y a une explication. Hein. Quand ça a touché à moitié l'épaule, en fait, il y a quand même main. Enfin, tu sais jamais la règle. Ça touche le corps, ouais, mais ça a touché, mais comme il était un tout petit peu plus écarté, enfin, Ouais. Parce qu'il y a ce c'est truc d'agrandir. Donc, ils nous ont dit, par agrandir la exemple, surface. la mettre de Rabiot. Donc là, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait pénalty pour Lyon, parce que par rapport au règlement, apparemment, c'est ça. Donc, ça, moi, justement, c'est le règlement que je remets en cause. On nous dit qu'un joueur qui met les mains comme ça agrandit le. C'est pas une position naturelle, ça la agrandit. surface du corps. Ben, je ne suis pas d'accord. Et Saint-Etienne, pour vous dire, hein, le penalty qu'on obtient contre Saint-Etienne, c'est exactement ça. Le défenseur de Saint-Etienne, il met les mains comme ça, qui, pour moi, c'est une position justement pour dire j'y vais doucement pour essayer de ne pas faire. Et je ne vois pas comment il agrandit sa surface en ayant les mains comme ça. Et là, il te siffle main. Donc, voilà, c'est un penalty pour nous, hein, pour vous dire que je trouve que c'est. Voilà, les règlements sont mal faits parce que les règlements sont faits par des gens qui ne jouent pas au foot, tout simplement. Messieurs, parlons un petit peu des performances individuelles, si vous le voulez bien. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Quel joueur t'ont plu, toi, côté Marseille, Naïm? Euh, Même si la prestation a été ouais, compliquée dans l'ensemble, il y a quand même des joueurs qui ressortent positivement côté Marseille. Oui, il y a Rouli qui a été abandonné hein, sur le troisième, les deuxième et troisième buts et qui a quand même fait de belles parades. Bah, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai trouvé Cornelius très bon Mais oui, euh, dans, un- dans j'allais un, le dire. dans un rôle, J'allais dire aussi. dans un rôle compliqué. Il faut savoir que le rôle que tient Balerdi à l'OM est très très difficile et les gens qui sont critiqués avec Balerdi, je les encourage à voir ce qu'il est capable de faire parce qu'il doit être le premier relanceur. Il faut savoir que Balerdi touche plus de 100 ballons par match, trouver des intervalles de passe et courir 50 mètres dans son dos. Balerdi va très vite, Cornelius ne va pas vite. Donc pour Cornelius, c'était encore beaucoup plus difficile face à Aber qui, certes, n'est peut-être pas aussi rapide que Sinayoko, mais il a quand même montré contre Brest sur son déboulé qu'il était capable de mettre un trou à un défenseur qui manquait de vitesse. C'est la première fois qu'il faisait ça, hein, mais Oui, mais il l'a fait. ouais, Donc j'ai trouvé Cornelius très bon. Il a trouvé des bons intervalles de passe et je trouve qu'il a globalement bien contenu les attaques, les attaques adverses, surtout au début. Et sinon, pour le reste, ben, le match fait que c'est insuffisant sans être mauvais. Parce que ben, malgré tout ce que je peux dire de positif et sur le fait que c'était dur de décaler ces blocs-là, quand il n'y arrive pas, c'est que ça a été insuffisant à un moment donné. Donc, il y a Merlin et Kondogbia qui ont été très en dessous des autres joueurs. Et pour les restes, je ne dirais pas qu'ils ont été mauvais, mais juste insuffisants. Ouais, ouais, tu fais bien de nommer Cornelius parce que tu le dis très bien, Merlin Kondogbia très en difficulté. Et si vous prenez pas l'autre sur certaines situations, c'est parce qu'il est là. Et en plus, tu parlais de ce rôle de Balerdi. Moi, j'ai un pote qui est supporter de l'OM, on en parlait en après-match. Balerdi, il a un rôle énorme en fait dans la première relance, etc., dans l'équilibre. C'est vraiment lui qui met tout cet équilibre, cette base défensive. Et là, Cornelius, je trouve qu'il fait très bien l'intérim. Et même, d'ailleurs, quand il est axe gauche, parce que quand Balerdi est là, il est axe gauche, le Cornelius, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ben, je le trouve très propre depuis qu'il enchaîne, je le trouve vraiment très propre Cornelius. Donc vraiment, j'ai bien aimé avant son expulsion. Sinon, messieurs Sapiens, Théo, je sais pas s'il y en a un de vous qui veut rajouter un joueur qu'il a apprécié côté OM. Euh, Benacer a quand même fait un bon match, je trouve, aussi, côté Marseille. On voit que c'est un joueur qui a quand même un niveau européen dans cette équipe. Donc, je trouve qu'il nous a fait mal, surtout sur ses ouvertures. Il a réussi à trouver parfois des bonnes ouvertures. Si tu veux, je l'ai pas mis parce qu'il a été quand même, je trouve, un petit par rapport à d'habitude, petit peu plus nonchalant. J'ai une ou deux actions en tête où il se fait un peu bouger, alors que d'habitude, il est Ouais. incroyable sur ses appuis et dans la récup. Mais c'est vrai qu'il a réussi 2-3 Il a passes quand qui même une étaient qualité incroyables. qui est. Voilà. Il Il y a quand même, on sent quand même que le joueur est au-dessus du lot par rapport au reste. Ouais, De je mon suis côté, d'accord. je dois dire que j'ai beaucoup aimé Cornelius aussi, justement. Je pense que sa faute, c'est que je considère comme une faute. Du coup, c'est un excès pour moi de motivation. Et tu l'as senti surmotivé et impliqué. En fait, c'était très agréable de le voir jouer. Pour le coup, je dirais que la différence, outre le niveau qui va être plus haut quand même de l'OM normalement, c'est qu'il n'y a pas eu une unité de l'équipe par rapport à ce qu'on a pu voir et qu'on a retrouvé, nous, on va dire une symbiose collective, une rigueur jusqu'au bout. Et j'ai trouvé qu'il y avait justement moins d'homogénéité et des joueurs plus motivés que d'autres.
Ça s'est pas vu tout le long du match, mais il y a des moments où justement j'avais ce sentiment-là. Et Rouli, son arrêt, j'ai trouvé extraordinaire. J'ai dit oh l'arrêt, même si j'étais au cerveau, tu vois, parce que je l'ai trouvé magnifique. C'était de mon côté et je l'ai vraiment apprécié. On va dire juste pour la beauté du geste. Des fois, tu trouves un but magnifique. Là, j'ai trouvé l'arrêt magnifique avec la main. C'était très beau. Ouais, ouais, mais d'ailleurs, par contre, petite, pour le coup, le côté droit qui, je pense, est vraiment, vraiment, peut-être le côté le plus travaillé, le plus par De Zerbi, avec ce rôle de Greenwood, Enrique Murillo. Pour le coup, j'ai trouvé Greenwood en difficulté. Je l'ai trouvé, ouais, plus en difficulté par rapport à et même, presque des fois, il faisait tâche par rapport à Enrique Murillo, qui met beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu l'as dit, mais Enrique est un joueur avec beaucoup de coffre. Je trouvais qu'il faisait parfois un peu tâche dans les efforts et on l'a vu sur beaucoup de séquences venir fermer le côté droit presque en piston latéral droit. Mais enfin voilà, pas de coup d'éclat alors on sait que sur des blocs bas, c'est le joueur peut-être qui peut réussir à mettre un petit peu un crochet, une frappe parfois. Il a déjà réussi à le faire. Euh, Mm. et puis juste, je voulais te poser une question sur Greenwood. Bon, au-delà de tout ce qui est, enfin voilà, de tout l'extra sportif, c'est un mec qu'on voit vraiment sans émotion. Est-ce que c'est toujours le cas? Là, Ouais. il sort, C'est- à chaque match où il sort à l'extérieur, il se fait siffler, etc. Mais sur ses buts, quand il sort, quand il rate quelque chose, on le voit très très. Il n'y a aucune émotion qui sort de ce joueur. Non, c'est un joueur très calme, mais si, quand il marque au Vélodrome, on l'a vu, il laisse Ouais, exploser sa joie. Quand il sort, outre, bon, il y a les affaires qu'il a pu avoir quand il avait 19 ans, mais honnêtement, à l'heure actuelle, moi, tout ça, tous ces trucs closers, ça m'intéresse moyennement, mais si je te dois te juger ce joueur-là à l'heure actuelle, c'est un joueur qui, paradoxalement, c'est quelqu'un de très, très respectueux. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il va souvent relever ses adversaires. Il se, quand l'entraîneur le sort, justement, voilà, il pourrait râler de sortir au match, ben justement, il le fait pas. Donc non, et sur la qualité en soi, il n'a pas fait un bon match, c'est vrai. Il a toujours cet éclair de génie par moment. Hein, son ouverture est magnifique sur le but refusé. Euh, mais il excelle surtout dans un domaine où on n'a pas pu le voir là. C'est les changements d'aile, les prises de décision. Il fait des transversales parmi les plus belles que j'ai vues dans le football, vraiment, quand il est côté droit comme ça, qui bascule côté à l'opposé. Mais ça n'était pas permis sur votre terrain. Il est un peu petit, hein, la baie des Champs, j'ai l'impression. J'ai trouvé un peu serré. Non, mais il y avait pas eu l'espace pour le faire. Il était pas dans un bon jour non plus. Mais tu as raison. Hein, c'est pas un joueur agressif. C'est pas un joueur qui va faire des tonnes de kilomètres. Tu vois, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. J'ai jamais compris le débat Paris. Mbappé, il défend pas, nanana. Quand il y a un joueur qui est largement au-dessus de la moyenne, ben, je pense que si c'est pas dans sa nature de défendre, tu dois faire en sorte qu'il ait un peu moins à le faire. Je dis pas du tout, mais un peu moins. Et il le fait beaucoup mieux depuis la saison. Il défend un peu plus, mais oui, il a pas été bon. Là où tu vois qu'il n'était pas dans un bon jour, c'est sur un ballon qu'il a en deuxième mi-temps dans la surface où il fait un contrôle un peu trop long. C'est peut-être l'action dont tu me parles là, où Donovan Léon sort. oui, je Euh, crois. Ça, voilà, il contrôle ça, vraiment. la maîtrise technique extraordinaire qu'il a parce que vraiment il fait des prises de balles des fois incroyables, Greenwood. Là, d'habitude, il fait mieux. Clairement, malgré la sortie de Léon, d'habitude, il fait mieux. Ouais, et puis en plus, on le sait, redoutable finisseur. Messieurs, parlons un petit peu de la GIA. Sapien, si tu veux démarrer, quels sont les joueurs qui t'ont plu, même si on en a parlé un petit peu, mais on les a pas tous cités. C'est difficile de pas citer Djoubal, hein. Ça va être compliqué parce que là, pour le coup, il a joué vraiment son rôle de capitaine. Ça devient. Alors, je crois que c'est le meilleur défenseur buteur du championnat. Je crois qu'ils ont annoncé ça, il me semble. Il tire les pénaltys, mais c'est quand même beau. Ouais, mais franchement, bah, il a été solide, impérial. Puis pour le coup, tu disais que Greenwood s'exprime pas trop. Là, pour le coup, quand il marque, mais tu sens la rage, l'émotion, la volonté d'aller avec le public. Mais c'est, enfin voilà, c'est que du bonheur. Auxerre, c'est le Brésil, on le chantait la saison dernière, mais c'est vrai que c'est grâce à lui aussi. C'est du bonheur en défense, c'est du bonheur dans son attitude sur le terrain et hors du terrain, où vraiment, il impose et en même temps, il impose, mais de manière agréable, gentille. Il est solaire, quoi. Et c'est génial de Ouais, c'est l'avoir pas dans un l'équipe. défenseur méchant, rugueux, Non, mais pas méchant. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, Mm. exactement. Mm. Et c'est très très agréable. Mais vraiment, je redis, mais là pour toute l'équipe, c'était incroyable. Et ouais, je vais citer Perrin pour t'en laisser un peu après Théo, quoi. Mais Perrin, je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a, quoi.
Enfin, Ouais. là, enfin, c'est incroyable. Heureusement Il qu'il n'est fait. pas parti cet hiver, hein. Ouais, ouais. Non, mais il fait. Là, il a quoi, 28 ans, mais il fait la saison de sa vie. Alors, je sais plus comment Félicie a dit, parce qu'ils l'ont interviewé en après-match, et ils étaient en train de parler. Il a dit, ouais, il a progressé parce qu'en fait, cette année, il a appris que c'était un métier footballeur. Je pense que du coup, en Ligue 2, il était super bon, mais qu'il devait avoir un peu des à côté et être moins rigoureux, on va dire. Parce qu'il a juste dit, c'est très bien de quoi je parle. Mais je pense que là, il a réussi à avoir une hygiène de vie et une rigueur pour vraiment performer en Ligue 1. Et putain, bah, quelle chance et quel pied pour nous, quoi. C'est génial, quoi. Et le gars qui, à la 90e minute, va sur le côté et obtient le corner, et qui donne tout, Ouais. quoi. Et tu te dis, putain, on est à la 90e minute, on mène 2-0, et hop, il se démène comme un chien pour obtenir le corner, pour essayer de passer. Voilà. Ouais, et Et, faut voir le travail qu'il fait hein, sur cette action-là. Il a la lucidité, parce qu'il est passé devant son vis-à-vis, il a gagné son 1 contre 1 sur le côté. Faut voir la lucidité qu'il a pour dribbler son joueur. Ouais, je voulais revenir sur le commentaire de Pélissier. Paradoxalement, hein, Perrin qui avait des à côté, c'est vrai que c'est un joueur qui a jamais connu ce niveau-là. Il avait connu hein, très brièvement la Ligue 1 avec l'OL, mais sinon il est quand même reparti en troisième division au échelon Lyon, national. Orléans, quoi. Ensuite Ouais. Ligue 2 et ensuite donc je veux dire c'est quand même un joueur qui a connu le top niveau avec le centre de formation de l'OL qui est quand même dans les meilleurs de France donc qui a côtoyé 28 ans ça fait quoi comme génération, ça fait la génération 97. Je saurais pas dire là comme ça de nom des joueurs de la génération 97 à Lyon, mais il a dû connaître des top joueurs. euh, il descend ensuite relativement bas par rapport à l'OL, même si le national ça reste encore un très très bon niveau de football, hein, encore au niveau professionnel ou semi-pro en tout cas. Et il gravit les échelons, mais je veux dire, c'est un mec qui a su, à son âge, se remettre, enfin se mettre en tout cas une hygiène de vie. À cet âge-là, je pense que c'est pas facile. Quand ça fait 10-12 ans que tu as un certain rythme de vie, que tu gagnes relativement bien ta vie, etc., avoir la rigueur et l'état d'esprit de se remettre dedans, enfin de se mettre dedans à cet âge-là. Mais c'est vrai que ça fait écho à l'interview qu'il avait donné. J'adore, mais même son attitude sur le terrain, je la trouve folle. Quand il se Bah déplace, on oui, dirait qu'il va se taper. Le gars, il est vraiment, tu sens qu'il est déterminé tout le temps, qu'il a envie de se vaincre, qu'il a la rage, quoi. toujours. Et du coup, ça te Il a un donne trop état envie. d'esprit Mais irréprochable à c'est un chaque fois. guerrier, quoi. Et du coup, tu le vois sur le terrain quand il est en forme comme ça, mais c'est encore, je vois encore, quoi. Je veux le revoir, quoi. ah ouais, non, non, mais c'est vrai. Et juste pour finir, c'est vrai que ça fait écho, je pense, la déclaration de Pellissier là en après-match à l'interview qu'il avait donnée à l'équipe la semaine dernière, où il disait après la 7-8e journée où ça faisait quelques matchs qu'il était sur le banc, Perrin, où ça faisait 3-4 matchs que Pellissier l'avait mis sur le banc, et où il lui dit soit tu décides de devenir un vrai bon joueur, soit tu décides de rester un joueur moyen de Ligue 2. Et je pense que vraiment, c'est le genre de choses qui fait écho dans la tête de Perrin, ou quand on voit son état d'esprit, quand on voit sa réaction quand il C'est ça, obtient le corner il en a fin de piqué match. et tu vois que son caractère, quoi, et ça a bien fonctionné. C'est vraiment C'est un bon manager, un bon coach. Merci Pellissier aussi, hein, parce qu'il y a ça. Hein. ouais. Faut pas oublier qu'on a quasiment que des joueurs qui viennent de Ligue 2 là. Hein. Et on arrive à obtenir ce niveau-là, c'est grâce au staff aussi. Hein, franchement, ils font un travail de dingue. Hein. Oui, bien sûr, le job et le boulot est encore, enfin, l'objectif est encore loin, mais se rapproche petit à petit. Théo, pour finir sur les performances individuelles, quels joueurs t'ont plu côté Agir? Bah, je voulais juste rebondir sur Perrin, c'est vrai qu'il fait une saison extraordinaire. Le La meilleure palier de qu'il sa vie, hein. passe, il est dingue. Puis surtout, il est genre sixième, je crois, en termes de buts et passes décisives en Ligue 1. Donc on peut juste dire que c'est l'un des top joueurs de Ligue 1, carrément. Je pense qu'on peut aller jusque-là. Deuxième, Et deuxième joueur avec le plus d'occasions, de grosses occasions créées cette ouais, saison. ouais, il a 13 grosses occasions. Je crois que c'est autant que Barcola ou Cherki. C'est énorme. C'est énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire sur lui aussi? Ouais, que c'est un dribbleur hors pair. Les dribbles qu'il arrive à sortir, c'est dingue. Je crois qu'en national, c'est le meilleur dribbleur de national. Ligue 2 aussi, il me semble. Avec Gauthier, peut-être, je sais plus. Et là encore, les dribbles qu'il arrive à sortir à la 92e, peut-être. Il est tout seul sur le côté. Il efface deux joueurs. Ça me fait un peu penser à l'action contre le Paris FC, je crois. Je sais plus. Où il obtient un penalty en fin de saison dernière. Ouais, oui, oui, peut-être bien. J'ai du mal à remonter dans Je mes crois que souvenirs, c'est mais oui, ça, oui, ça me dit quelque mais chose. Oui, bref, oui, ça me où dit il quelque chose. dribble deux joueurs sur l'aile, il rentre intérieur dans la surface et il se fait faucher par un Ouais. défenseur, la même action. Sauf que là, ça donne un corner, il harangue le public et après, il centre, but. Voilà, tout simplement. Et ouais, sinon, Kevin Danois.
tout simplement. Je crois qu'il y a Je te l'avais rien à laissé. dire de plus. C'est... Il a quel âge? Il a 21 ans? Il a Ouais, mon âge. 21, ouais. Voilà. Il a mon âge. Et il fait des trucs de fou contre l'OM. Mais c'est Non, marrant, non, Naïm c'est... et moi, on a 21 ans aussi, c'est pareil. Exactement. Il fait des trucs de fou. Non, mais c'est la faculté qu'il a à conserver la balle au milieu de 4 joueurs au milieu de terrain, alors qu'il est entouré de Kondogbia, Benacer et Ah oui, bien. Rabiot, Benacer Rabiot, et pardon. Højbjerg. Rabiot. Ah oui, Højbjerg. Et il oriente le jeu, mais d'une manière. Il a toujours le bon geste, en fait. Il a une vision du jeu qui est parfaite pour son âge et pour enfin, la maturité qu'il a acquis cette année. C'est extraordinaire. Et aussi, je voulais souligner une bonne performance de Hoover, qui a eu du mal C'est vrai. parfois, et qui a fait, je pense, l'un de ses meilleurs matchs, voire son meilleur match hier. Encore parce que c'était Enfin, Marseille. avant-hier. Ouais, Ouais, c'est C'est ça, hein, possible. mais il a fait un super match, hein. Franchement, Ah ouais, défensivement. complètement. Il a eu du mal défensivement, je trouve, cette année, sur certains matchs. Et là, il a vraiment su relever son niveau et a fait un match au niveau de l'adversaire qu'est l'OM. Ouais, non, moi, juste pour finir sur Danois, ce mec a tout ce que Masengo n'a pas. C'est fou à Et dire, hein, pourtant, on adore mais, Massengo. mais Ouais, pourtant, Masengo, on le porte ici, bien au fond. Mais Danois a tout ce que Masengo n'a pas. La semaine dernière, je me plaignais de la faculté, enfin la manie de Masengo de jouer toujours vers l'arrière, de jouer très très vertical, mais pas dans le bon sens, ou très très horizontal et pas d'orienter comme Danois peut le faire. Danois dans la projection, c'est-à-dire que j'ai une séquence dans la tête Il où change l'équipe où complètement. Moussou est sur le point de passer le ballon, je sais plus où, et où Danois lui fait signe, il arrive, il lui prend le ballon dans les pieds, il remonte 20 mètres, et il crée le décalage par la conduite, c'est incroyable. Danois, les décalages qu'il va créer par la conduite, par son jeu hyper juste, tu le disais Théo, mais la maturité qu'il a dans son jeu, dans son, il n'y a jamais un geste plus haut que l'autre. En plus, Naïm, tu le disais, la difficulté de Merlin et Kondogbia, ça avait été identifié par le staff parce qu'on a vu Danois prendre à 2 ou 3 reprises l'intervalle sur ce côté-là, venir créer le surnombre à droite. Même dans ces situations-là, il arrive à être précis. Le centre de Danois, il est bon. Et je crois que c'est Traoré qui se déchire complètement. Ça rebondit et ça rebondit sur sa main. C'est une top occasion pour la GIA, hein. Concrètement, Traoré est relativement seul au milieu de la surface. Et ça, c'est grâce au déplacement de Kevin Danois. Donc, non, non, concrètement, Et à 21 ans, première saison en pro, il subit une blessure au quadri qui l'éloigne des terrains pendant 2 mois. Il bench Masengo. Après 2 entrées, 3 groupes, il franchement, si bench. on nous avait dit ça en début de saison, que c'était Danois qui allait prendre la place de Massengo, ouais, parce que là, c'est un peu ça, hein. Mais oui, Franchement, le prochain match, il n'y moi, a pas j'hésite pas à photo. remettre Danois. Il y a Ah pas oui. photo. Ah, pourquoi et puis il y Ménin, avait en fait, débat hein. Ah oui, 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 C'est il y vrai? avait débat parce que enfin, si tu voyais pas les matchs de Danois et qu'on te disait en début de saison c'est Danois ou Massengo, mais on disait mais Massengo enfin le retour, etc. Mais en fait, déjà là on voit la différence, mais je pense qu'aussi qu'il subit le fait Massengo de ne pas avoir joué quand même. Hmm. Oui. Ça se sent malgré tout. Donc je pense que là, Danois va redevenir le titulaire Même indiscutable, quoi. la passe qu'il donne à Sinayoko sur le penalty, là, Oui, c'est oui, oui. exceptionnel. Parce qu'il donne le tempo, en fait, c'est Akpa qui récupère la balle en défense centrale. Danois va presque lui récupérer la balle dans les pieds. Il va contourner 3 joueurs, envoyer une passe plein axe. Ah oui, et d'ailleurs, Kondogbia qui joue le hors-jeu dans notre camp. Il n'a pas été très inspiré hier, globalement. Ouais. Oui, non, Dis-moi. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur les joueurs marseillais, donc il a pas fait, enfin, où il a été bien tenu, où il a pas fait un match exceptionnel, je tiens à souligner juste la classe de Rabiot, notamment jusqu'à la fin où je vois qu'il félicite Pellissier, etc. Enfin, je trouve que pour les coups, il y avait une discussion parce que, bon, évidemment, comme il venait de Paris, il n'était pas bien vu, etc. Mais je trouve que, enfin, il fait bien le job à Marseille et qu'il est très très classe. Il fait un super début, enfin, super saison avec Marseille. Et voilà, je pense que c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui a été très classe, je trouve, sur le match. Ouais, on a beaucoup de joueurs cette année qui ont un peu cette classe-là et je t'ai dit, cette gentillesse-là, enfin, si tu veux, cette absence de manque de fair play, de négativité. Tu vois, il y a un joueur comme Højbjerg, il est très agressif sur le terrain, il se bat sur tous les bancs, etc. Mais et après, il est toujours juste dans l'analyse, dans la preuve. D'ailleurs, il a dit après le match qu'Auxerre méritait de gagner.
qui a rongé Valentin Rongier, qui est dans cet état d'esprit. Je vous ai dit, hein, Greenwood, contrairement à l'image qu'il a, c'est un joueur qui est très calme, très respectueux. Et il y en a un qui a énormément évolué là-dessus. C'est Léo Banardi qui a une image très négative, à juste titre, parce que dans ses premières années, il était souvent très agressif dans le duel, il mettait des coups, il s'embrouillait avec tout le monde. Et si vous avez l'occasion d'avoir un coup d'œil, ben vous verrez que lui aussi, maintenant, cette année, il est souvent dans ce style-là, relever l'attaquant adverse, avoir des actes. On a marqué un but à Saint-Etienne où il y a, je ne sais plus quel joueur commençait à chambrer le public en Coupe de France. Et il est venu de suite quand même dans stop. Et il s'est excusé auprès du public de Saint-Etienne. Donc, c'est très bien que tu le notes. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup, que à l'OM ou ailleurs, vraiment, j'apprécie cet état d'esprit. Bah, C'est pour ça qu'il y a des joueurs que j'aime moins. c'est un sport populaire et en fait, tu dois donner aussi l'exemple. Tu vas au stade ou tu regardes des matchs avec des enfants et voilà. Bon, on parlera après justement. Je pense, je ferai une toute petite parenthèse sur ce qui s'est passé avec les supporters, mais je pense que c'est indispensable de montrer ça aussi. C'est un jeu, c'est un sport, c'est populaire, c'est le sport le plus populaire en France et du coup de montrer l'exemple comme ça, c'est important et c'est pour ça que même si il y a une justification sur la frustration connue, mais je trouve que c'est vraiment dommage pour l'image de Marseille, cette double problématique, même si c'est justifié, hein, j'ai compris tout ce que tu m'as expliqué, mais je trouve ça triste pour l'image du football et surtout de Marseille, qui est un club historique qui est très important et qui fait partie de l'image du football français, quoi. Ouais, sur la forme, tu as mille fois raison et il le sait lui-même, il a dit lui-même, Pablo Longoria. Je pense quand même que sur le fond, il y a un vrai problème. La nomination de Sénat en fait partie. Et la bonne solution à l'heure actuelle, ça serait quoi? Ça serait que les arbitres et les dirigeants de l'OM se rencontrent autour d'une table, mettent tout à plat en disant voilà, on arrête, on repart sur des choses calmes, mais c'est pas ce qui se passera. C'est pas ce qui se passera. Il va y avoir Ah non, des parce que là, plaintes, il va des y avoir une sanctions. procédure judiciaire, Ouais, etc. bien sûr, Ça va parce que. passer un cap, quoi. Mais pourquoi? Parce que les arbitres ont montré depuis de nombreuses années qu'ils ne savaient pas être fermes sans être agressifs, qui ne savaient pas contrôler un match sans sanctionner. Et tout part de leur attitude. Leur attitude est dans 90% des cas déplorable. Vraiment, franchement, je vois des matchs des fois en Ligue 1, mais des joueurs qui viennent gentiment dire non mais rien, et l'arbitre qui de suite vient de montrer le patron c'est moi. Enfin voilà. Ah, Aujourd'hui, on a le plus grand, comme tu dis, on a le club le plus. Excuse-moi, non, je vas-y, termine vas-y. juste sur ça. Aujourd'hui, on a un des clubs, en tout cas, c'est largement dans le top 2, top 3 des plus populaires en France, qui a un énorme problème avec l'arbitrage. Je pense que la solution intelligente serait de faire une table ronde et dire allez, tout le monde est allé trop, assez tort, tout le monde est vraiment allé trop loin. Là, il faut qu'on reparte sur des bases saines plutôt que de repartir sur de la confrontation, des procès, etc. Ouais, je suis d'accord. Moi, je voulais juste rajouter sur Rabiot. Quel plaisir de voir dans cette position sur le terrain. C'est vrai que je ramène toujours la chose au terrain, mais parce que pour moi, C'est mieux, Elliot. On fait trop de digressions, vas-y. mais quel plaisir de voir Rabiot dans ce positionnement. Je sais plus quel journaliste disait il y a quelques semaines quelle cruauté d'avoir voulu faire passer Rabiot pour une sentinelle. Mais quel plaisir de le voir ici. Honnêtement, c'est vraiment magnifique. On l'avait vu plutôt dans ce positionnement, je sais plus sur quelle compétition avec la France, où il avait été mis un peu dans le positionnement Matuidi entre guillemets Coupe du Monde 2018, un peu plus haut, un peu entre guillemets demi-espace gauche. Enfin voilà. Mais vraiment, gros kiff de le voir ici. Et vu la densité qu'il y a à l'étage d'en dessous, parce qu'il pourrait jouer dans le positionnement, dans le double pivot, entre guillemets, Højbjerg, Bennacer. Mais c'est vrai que vu la densité qu'il y a de joueurs avec Rongier aussi sur le banc, etc., ce positionnement-là, en dessous de l'attaquant, il est vraiment magnifique. Non, bah après, pour parler de tout ce qui est extra-terrain, honnêtement, je vais pas m'éterniser tellement, je Oui, puis crois. ça ne me concerne pas directement quelque part, donc à la rigueur, je comprends totalement que du côté d'Auxerre, on ne Non, non, comprenne mais pas et là, et que ça vous. c'est même pas pour l'arbitrage, c'est pour ce qui s'est passé en avant-match, Ah ouais, où ah, ça c'est honnêtement, dramatique. je crois que je vais même, enfin, ça m'énerve tellement, c'est tellement profond en moi enfin, ça partage tellement pas mes valeurs, ce que je pense du foot, etc. Enfin, c'est tellement loin de ce que moi je peux essayer de véhiculer et de ce que je peux avoir au fond de moi. J'ai tellement pas envie de donner du buzz entre guillemets enfin, à ces gens qui ne veulent que ça. Et je sais pas qui est ni l'auteur ni à l'origine, qui sont enfin voilà, je sais pas d'où ils viennent, mais en tout cas, s'il y en a de vous qui sont là ce soir,
partez loin de notre monde et de notre beau monde qu'est le football. S'il vous plaît, pour le bien du foot, partez très loin. Vraiment, on n'a pas besoin de vous. Allez dans les manifs, foutez le bordel là où vous voulez foutre le bordel, même pas dans les manifs parce que ça a rien à foutre non plus dans les manifs. Voilà, Faites de honnêtement, c'est. l'UFC, allez faire la guerre, je sais pas, Mais faites oui, quelque chose pour vous défouler, non mais mais allez pas dans le foot, faites un quoi. service militaire, vous allez apprendre la rigueur, etc., des vraies valeurs. Et vous allez être confronté, je pense, à des choses bien pires que aller frapper des femmes et des enfants au bord des terrains de football. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet, tellement ça me paraît déconnecté et Hallucinant. ouais, hallucinant, déconnecté, invraisemblable. Enfin voilà, ça me paraît totalement fou. Et sur ce, on va pouvoir passer au top flop, messieurs. Retour au terrain. Voilà, Retour au terrain. Non, non, honnêtement, je dédramatise pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je souhaite un très très bon rétablissement aux victimes qui n'étaient pas là pour participer, hein, parce que ceux qui étaient là pour participer, si vous pouvez, enfin voilà. Mais ceux qui ont été pris à partie dommages collatéraux de ces affrontements, j'espère que vous allez vous en remettre très rapidement. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser dessus tellement c'est éloigné de tout ce qu'on a pu me véhiculer jusque-là dans ma vie. Messieurs, en tout cas, on peut passer au top flop maintenant. Revenir un petit peu au terrain pour vous rappeler brièvement le top flop, ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quoi autour de ce match, un fait de jeu, un événement autour de ce match. Il y en a eu plusieurs. N'hésitez pas, en tout cas, je sais pas lequel de vous veut commencer, un top, un flop pour terminer l'émission. S'il y en a un de vous qui veut se lancer, sinon, si vous voulez, je peux y aller si le temps de vous laisser réfléchir. Bah allez, si vous voulez, je vous ouvre le bal. Allez, Naïm. Bah, le top, je pense que c'est l'équipe auxerroise dans son ensemble parce que vous faisiez les tops des joueurs, honnêtement, ben, aussi parce que je regarde moins individuellement les joueurs auxerrois dans un match pareil, mais j'ai pas vu trop un joueur qui est sorti du lot tellement il y avait la même envie de défendre et il y avait un gros collectif. Donc je trouve que le top du match, c'est ça et clairement pour moi le flop, et c'était avant le match que j'ai annoncé, c'est la commission d'arbitrage qui a désigné cet arbitre parce que quoi qu'il arrive, il allait se passer, ça allait être mauvais, ça pouvait qu'être mauvais vu les antécédents. Donc tout le monde l'avait annoncé avant et c'est ridicule d'avoir pris une telle décision. Ça s'entend totalement de votre côté. C'est vrai que c'était presque obligatoire, prémédité finalement, qu'il y aurait des choses négatives. Sapiens, Théo, je sais pas lequel de vous veut se lancer. si tu veux aller. Top, pour pas citer l'équipe auxerrois, je vais citer le public auxerrois. Oh merde, Parce que j'allais le dire. on en a entendu parler pendant longtemps du fait que le stade serait rempli de Marseillais. Et franchement, ça fait plaisir de voir que c'était pas comme à Angers. Et que même si on est une ville de 35 000 habitants, le stade était rempli de Sarrois, qu'il y avait une grosse ferveur. Et c'est aussi une fierté d'avoir une petite ville, mais un public qui répond autant présent. Donc c'est sûr qu'on n'est pas, on n'a pas autant de supporters qu'à Marseille. On reste petit localement, mais de voir, par rapport à la population, le pourcentage est énorme. En fait, à notre niveau, de gens qui vont au stade. Et ça fait aussi vivre la ville, les bars, les commerces. Et du coup, mon top, ça serait ça. Ce serait le public auxerrois qui a bien répondu présent et qui n'a pas revendu ses places très chères à tous les Marseillais. Mais ce qui est fou là, c'est de se dire que, en théorie, parce que bien sûr il y a des gens qui viennent, mais t'as 50% de la population de la ville qui est dans le stade. C'est, Mm. c'est dingue de se dire ça. T'as 17 000 personnes dans le stade pour 35 000 environ dans la ville. Et même si, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a des gens qui viennent des alentours, etc. Mais c'est fou de se dire ça. Vas-y, Et, Sapiens, je te laisse y aller sur ton flop. et du coup, le flop, donc je vais pas revenir sur ton flop, je vais plutôt faire le flop aussi de la préfecture. Parce Ouais. que le problème, c'est que en fait, il y a 2 ans, il s'est passé exactement la même chose quand on a reçu Marseille, où il y a eu des affrontements entre supporters qui ont cassé un bar. Donc à chaque fois, il y avait des théories, je sais pas quoi, il y avait des Parisiens, machin, mais tout le monde était déjà apparemment au courant, mais pas au courant. Là, en fait, il y avait une escorte policière, mais du coup, il y a des véhicules qui ont réussi quand même à partir de l'escorte policière, à descendre cagoulés et à aller se battre contre des ultras devant le bar où il n'y a que des ultras. Enfin, comment c'est possible? S'ils sont escortés, s'ils sont suivis, comment c'est possible que ces gens partent et arrivent à se faufiler et se battre? Tout le monde était au courant de ça. Donc
ouais, le flop, c'est certes l'attitude, mais comment c'est possible de ne pas réussir à encadrer si on est au courant que ça va se passer? Enfin, Mais je trouve ça je vais totalement terrible. dans ton sens parce que moi qui ne vais pas du tout sur les réseaux, que je déteste Twitter, etc., je le savais 2 jours avant que des supporters parisiens allaient venir pour se battre avec des supporters marseillais. T'imagines? Alors d'extérieur, je sais pas s'il y avait des supporters parisiens ou quoi, j'en sais Mm. rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je suis arrivé après la guerre. Mm. Mais du coup, je suis Ah, mais c'est arrivé pour te parce dire que que si moi je savais, qui a 1000 fois raison, c'est pas normal que la préfecture ne pouvait mais pas du coup, savoir. je suis arrivé, tu avais un jeune sur une civière, tu avais un supporter sarrois qui vient de Suisse, qui était avec son fils au milieu de ceux qui étaient en train de se battre. Hmm. Enfin, nous, pour le coup, je te dis justement, c'est la ville, c'est une ambiance familiale, et en fait, c'était l'incompréhension totale de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait et pourquoi, si c'était justement prévu qu'il y ait des gens violents ou un attroupement, mais pourquoi la préfecture règle pas le truc? Enfin, s'ils sont encadrés, il faut encadrer jusqu'au bout. Enfin, je trouve ça terrible et ça m'a gâché, on va dire, temporairement la soirée parce qu'après, je suis parti sur autre chose. Mais je pense que plus, enfin, comme je suis au Serrois, ça me touche beaucoup plus ça que l'histoire d'arbitrage forcément. Mais je trouve ça terrible que ça arrive, mais dans n'importe quel stade. Et voilà, enfin, juste que si ça existe, bah, que la préfecture fasse quelque chose et que ça soit encadré, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, aussi bien sur l'escorte que vu les antécédents, que vu ce qu'on savait, Naïm. Enfin, tout le monde était au courant avant le match que il y aurait des affrontements ou en tout cas des tentatives d'affrontement. Donc, incompréhensible C'est de ça. aussi incohérent que quand ils nous ont dit que les Lensois étaient interdits d'aller au centre-ville, ou en fait ils Hmm. étaient tous Mais au oui, centre-ville. Bref, je comprends pas, je sais pas, tu dis que les arbitres connaissent pas le football, mais c'est peut-être pareil pour la préfecture, ils sont pas au courant des risques, j'en sais rien, mais ça ouais, m'énerve. je suis d'accord avec toi qu'on on pond des interdictions de stade sur des matchs où Où il n'y finalement a pas de problème. il y a aucun enjeu, il n'y a jamais eu d'antécédents, etc. Et là, alors sans parler d'interdiction de stade, mais on met même pas enfin, les forces de l'ordre en conséquence pour essayer de contrôler un Et possible là, de toute manière, affrontement. c'est fini. L'interdiction de stade, c'est sûr, elle sera pour la prochaine fois. Ils prendront plus jamais ce risque-là. Et en tant que spectateur, juste, je trouve ça triste d'avoir Oui, un stade où t'as pas, où t'as le parquage visiteur qui est libre. C'est clair. Mais en fait, s'ils n'arrivent pas à prévenir ça, bah il n'y a pas le choix. S'il faut, si le choix est vite fait, hein, si c'est, il n'y a pas de bah oui. problème, voilà. Mais je comprends pas qu'on soit pas capable de vraiment limiter une zone et dire faut passer par là, vous êtes encadré. Je comprends pas comment ça a pu se produire. Hmm. Et de toute manière, la ville d'Auxerre justement a écrit à la préfecture. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi, Sapiens Théo. Pour ton top flop, Bon, il n'y a plus grand-chose à dire, hein, mais allez, pour notre petit côté chauvin, on va dire les décisions arbitrales qui tournent en notre faveur. Parce que ça fait plaisir quand même d'avoir deux situations litigieuses où c'est pour nous. J'imagine, hein. Je connais pas trop cette sensation, mais j'imagine que ça doit faire plaisir. J'imagine aussi, ouais. Voilà. Et bon, pareil, un top flop, ouais, on a tout dit, hein. C'est catastrophique ce qui s'est passé autour du stade. Ça doit jamais arriver. Surtout que bah, moi, j'étais pas là ce week-end. J'étais là il y a 2 ans. J'avais vu tous les Marseillais déambuler en fait sans sécurité, sans rien. Ils étaient avec des barres de fer, etc. Enfin, tu vois, tu as des familles et tout. On se faisait insulter sur le bord de la route. Je comprends pas vraiment le délire de la préfecture. Mais voilà. C'est dommage qu'en fait, c'est un certain groupe d'individus gâche le plaisir des autres fans marseillais parce que parmi les 850, il y en a peut-être 50 qui foutent le bordel et 800 qui sont là pour prendre du plaisir et encourager leur équipe. Donc c'est désolant pour le football. et ouais, c'est comme toujours et partout, j'ai envie de dire, une minorité qui fait passer C'est ça. certains événements pour. Enfin bon, bref. Bref. Pour mon top flop, n'hésitez pas, messieurs, à réfléchir à votre prono pour le match de la semaine prochaine. Réception de Strasbourg. On a la chance de recevoir 2 fois pendant les vacances scolaires. C'est magnifique côté Auxerre. Donc réfléchissez à votre prono pendant que je donne mon top flop. Mon top flop, bon, qui va être lié au terrain, comme d'habitude. Vous le savez, mon amour pour le terrain, pour le rectangle vert. Euh, Côté top, je dirais le résultat, le retour de la victoire, 3 mois après. 3 mois après, on a réussi à ne pas être totalement décroché d'au-dessus, à laisser quand même un matelas de sécurité avec en dessous. Mais 3 mois après, on renoue avec la victoire et j'avoue que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de renouer avec la victoire. On a eu des résultats positifs hein, entre-temps. On a aussi eu des résultats négatifs. Et là, je crois que elle était quand même essentielle. Honnêtement, je j'aurais pas mis une pièce dessus, mais elle était essentielle pour le moral, etc. Parce qu'on sent
Il y avait quand même un épuisement côté supporter, côté joueur, etc. Un épuisement moral, un épuisement psychologique. Donc voilà. C'est très plaisant de retrouver la victoire. Je vois les pronos qui commencent à arriver dans le chat. N'hésitez pas à donner votre prono dans le chat pour l'instant prono. Pour mon flop, j'irai sur quoi? J'irai sur la sortie un petit peu trop rapide de Théo Baer, peut-être, parce que je trouvais qu'il pesait, qu'il faisait du mal à cette défense marseillaise. Et voilà, Pellissier, on sait qu'il n'est pas adepte des changements trop rapides. Là, ça a été le cas. Bon, Sinayoko a fait son boulot sur le face-à-face. Pour le coup, il l'a très bien géré. On l'a pas mentionné, mais il l'a très bien géré, son face-à-face. Même si il peut aller marquer direct, hein. Ouais, Ouais. Sauf que, J'aimerais voir quand même à chaque- s'il n'y a pas faute, s'il n'a pas poussé un peu son ballon un peu loin, Sinayoko. Oui, 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 il va ouais. vraiment chercher le contact et tant mieux Pour moi, il pour doit le lui. mettre. Mais Il doit le si, mettre avant. si Rouli se retire, c'est mort, hein. À mon avis, J'ai l'impression. ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, mais pareil, il y a un autre moment où il a tricoté aussi un peu, hein, où il aurait pu Ouais. faire une frappe directe et il aurait pu marquer, hein. Il a passé c'est une toujours heure un devant peu le gardien. Ouais. Je sais comme, pas comme- pourquoi il a pas frappé direct. Pour le coup, ça aurait été Baer, je pense qu'il aurait frappé Il comme a un des petits bourrin. manques de coordination quand même, ce joueur. c'est vrai qu'il a des petits manques. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le livre d'Enzo Gebali que j'ai là, je sais pas, pour ceux qui l'ont lu, très très bon livre. Ça parle de Sinayoko parce que dedans, il y a le responsable de la cellule de recrutement, Samir Chama, ancien responsable de la cellule, qui en parle et qui parle notamment du gros travail technique parce que Sinayoko est un mec qui vient du monde amateur et donc qui a dû être formaté, qui arrive à Auxerre relativement tard, entre guillemets, à 17 ans, je crois. À 17, ouais, 17 ans, 16-17 ans, et donc qui a eu un gros, gros travail, beaucoup de travail spécifique techniquement. Et c'est pour ça dont il parle une éclosion relativement tardive dans le monde pro avec bon, une bonne saison la saison dernière, etc. Mais voilà, il a déjà 23-24 ans. Mais donc, il parle de ce décalage entre le monde amateur et le monde pro. Et voilà, c'était pour faire une petite aparté. Et très très bon livre pour les amateurs de football. Très très bon livre. Messieurs, on va pouvoir passer à notre prono. Je vois qu'on est déjà 1h15 d'émission. C'est que celle-ci était très bonne et très plaisante. D'ailleurs, Naïm, j'en profite parce que dans le chat, plusieurs supporters t'ont remercié et t'ont félicité pour ton objectivité vis-à-vis de la situation marseillaise. Donc voilà, je tenais à te faire passer C'est le gentil. message. Voilà, je On voulais. C'est vrai essaye que d'être même le plus pour, objectif possible. même pour On nous, ne l'est pas toujours. c'était super agréable de pouvoir discuter comme ça de façon, ce que je disais, pondérée, mais c'est trop bien, quoi. Mais Mm. c'est vrai que c'est complètement dans la DA, si je puis dire, de l'émission, d'avoir des gens objectifs, des gens qui vont amener voilà, justement une balance, le supporter adverse qui va amener cette balance. Donc, Oui, voilà, on peut avoir des visions différentes. On apporte des arguments. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure sur le cas de Cornelius, hein. On voit que tous les deux, on a une vision différente, mais on alimente le débat avec nos arguments qui sont entendables. Et souvent, ouais, très souvent, il y a pas une bonne et une mauvaise vision des choses. Il y a juste deux visions différentes. mais c'est grâce à vous que l'émission peut s'enrichir et que moi je vous rappelle les semaines d'après et puis les matchs d'après pour vous dire les gars venez dans l'émission parce que je connais votre qualité à débattre, etc. Et j'ai surtout pas envie que cette émission devienne une émission de comptoir, si je puis dire. Et pour ça il faut des hommes de confiance et vous l'êtes, donc merci à vous. Merci à vous trois encore d'avoir répondu présent. Votre prono pour terminer, Sapiens, réception de Strasbourg, tu nous vois faire un résultat ou pas? Je pense que, allez, on va repartir sur une bonne lancée, là. Je pense que c'était ça ce qui nous manquait, mais je pense qu'on va prendre un but quand même. Donc, je vais pas partir sur une large victoire, je dirais un 2-1 pour nous. 2-1, moi je prends 3 points, ce serait très très bon. Théo, ton prono? Strasbourg est bon, hein, mais on va voir. Strasbourg, moi je trouve qu'ils ont quand même les armes Ouais. contre nous. Pour nous, surtout si on joue un bloc un peu plus haut contre Marseille, ça va être dur de défendre face à Emega. Donc on verra bien, mais ouais, malheureusement, je nous vois quand même aller un match nul, je vais dire 1-1. Ouais, hein, ce serait aussi un bon résultat, hein. Strasbourg, très très belle équipe, Pour hein, moi, modeste. Strasbourg, ça joue l'Europe. Ouais, bah là ils sont dans les clous, hein, pour, Ah, ils pour sont le très tour de très Ouais, France. forts, ouais. ils sont dans le bon wagon. Ouais. Et quel groupe, malgré les difficultés qu'ils ont aussi, eux, en tribune, à s'identifier un peu à cette nouvelle direction, etc. Force est de constater qu'ils ont quand même construit un effectif de qualité, un effectif cohérent, Ouais, et qui joue avec bien.
et qui a l'air de très très bien vivre. C'est vrai que vu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça a l'air de très très bien vivre. En même temps, ça fait un peu une bande de gars de 20 ans qui vivent de leur passion, etc., qui passent leur journée ensemble. Donc voilà. Naïm, réception, non, oui, réception de Nantes qui a gagné hier contre Lens. Match, tu le vois comment? Le même que les mêmes style de match que quasiment, comme je vous l'ai dit, quasiment tous les matchs. Nantes va jouer bloc bas avec deux excellents contre-attaquants que sont Simon et Ablin. Donc il va falloir faire très attention à leur vitesse de compte. Donc tout dépendra de notre faculté à débloquer le match. Je pense quand même qu'on va bien rebondir et qu'on va gagner au Vélodrome. Et je vous souhaite de battre Strasbourg. Attention, c'est le match d'après. Après une performance comme ça, c'est souvent compliqué. À l'aller, vous étiez sur une bonne série, ce qui a donné le petit plus pour gagner contre Angers à la dernière minute, non? Contre Angers au match aller? Vous Ouais, avez ouais, fait droit à la dernière minute? oui, oui, c'est ça. Dernière minute, comme avant, enfin comme les saisons précédentes, on gagne toujours À un peu chaque fois, ric-rac. Ouais, alors que là, une victoire un peu one-shot au milieu, comme ça, face à un adversaire qui a un peu appris et qui est plus aussi offensif qu'en début de saison, hein, attention, ils vont pas vous permettre de jouer à peu près de la même manière. Je pense que ça va être un peu plus dur, ça va être un match très intéressant. Et je vous souhaite vraiment de gagner, mais je pense qu'il y a la possibilité. Et je partirai aussi sur un petit nul quand même, Strasbourg au Cerf Strasbourg. Eh ben écoute, moi je signe, je dirais allez, petite victoire 1-0, un clean sheet plus les 3 points et tout le monde repart content. Y compris moi, je serai normalement au stade dimanche et ça fait toujours très plaisir de repartir avec une victoire. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Tout le monde vous a remercié et félicité dans le chat. C'est que vraiment, ça a fait plaisir à tout le monde de vous avoir. Donc, merci beaucoup à vous. D'ailleurs, dans le chat, merci également à vous pour votre participation. Ça fait plaisir de vous avoir nombreux. N'hésitez pas, hein, le lundi, quand on perd, on est aussi en direct. Vous avez le droit de venir aussi. Non, non, ça fait très plaisir. Je vois et je connais les habitués. Mais ça fait très très plaisir de vous avoir nombreux. N'hésitez pas, même le week-end prochain, si le résultat n'est pas comme celui-ci, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, on est en direct. Merci à vous en tout cas dans le chat d'avoir répondu présent. Merci à vous messieurs, émission un petit peu longue, mais c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire et ça va être très très plaisant aussi en rediff. La rediff sera dispo dès demain sur les différentes plateformes pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Sapiens Théo, j'espère qu'on sera amené à se recroiser cette saison, j'en ai pas beaucoup de doutes. Naïm, rendez-vous la saison prochaine si on est maintenu. Oui, je doute pas du tout, vous allez vous maintenir, ça va pas très vite derrière. C'est vrai que, c'est vrai que C'est clair. derrière, ça peine un petit peu. On voit certaines équipes qui sont un petit peu en difficulté. Merci beaucoup en tout cas à toi d'avoir répondu présent. Et puis, longue vie à la Minute OM. Merci, merci à toi d'avoir répondu présent. Et puis, on se retrouve la saison prochaine, j'espère. Bonne fin de saison à vous et rendez-vous l'année prochaine alors. Yes, rendez-vous à l'année prochaine. Bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. bonne soirée, merci. Bonne soirée.